Bonjour à tous. Eh bien, en premier lieu, bien sûr, je veux remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir invité et donc de me permettre de vous présenter nos travaux. À la suite de l'exposé d'introduction de Manolis, j'avoue que Manolis nous a fait faire un voyage intergalactique dans un vaisseau type voyageur. Moi, je vais vous proposer de prendre une trottinette non électrique et de retourner sur le plancher des vaches. Donc, effectivement, je vais essayer de vous parler un peu de cette place de l'épigénétique que l'on peut imaginer en élevage à travers des outils d'analyse et de diagnostic. Donc, je reviens un peu sur l'épigénétique, parce que cela vous a été introduit. Mais avant de cela, évidemment, je tiens à dire que tous les travaux en génétique qui ont permis, en tous les cas pour les animaux d'élevage, de mettre en place des programmes de sélection génomique sont extrêmement précieux pour commencer à faire de l'épigénétique. Alors, pour l'épigénétique, Manolis l'a abordé un tout petit peu. Comment on peut la voir? Eh bien, c'est relativement simple. Donc, si on part au cours du développement, là, nous avons des cellules extrêmement différenciées, qui sont d'un côté l'ovocyte et de l'autre côté le spermatozoïde. Ils vont faire donc la fécondation, ça va être la réunion de ces deux patrimoines parentaux, et il va y avoir toute une série de proliférations cellulaires et de différenciations cellulaires pour obtenir pour l'organisme la multitude de cellules différenciées avec des fonctions très spécifiques qui nous permettent de mettre en place nos organes, donc le cœur, le cerveau, les muscles, etc., et qui vont permettre d'avoir un individu. Et donc on part donc d'un seul génome qui va être le même pour tous ces types cellulaires. Et au sein de ces génomes, il y a la possibilité d'exprimer un certain nombre de gènes. Cela vous a été dit, donc à peu près un peu plus de 20 000 chez l'homme. Et pourtant, il va falloir avoir des fonctions très différenciées. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité de sélectionner l'information génétique au sein de ce génome, et c'est la fonction de l'épigénome qui va mettre des petits drapeaux sur les gènes à exprimer dans un type cellulaire donné. Et donc l'épigénome va contribuer au déterminisme de l'identité cellulaire. Alors, un petit exemple chez l'homme, je vais vous donner plusieurs exemples chez l'homme. Donc, le premier exemple très simple, c'est les jumeaux monozygotiques, qui sont donc issus d'un blastocyste, donc un zygote, qui se coupe en deux de manière totalement aléatoire et qui va donner deux individus identiques sur le plan génétique, mais qui sont toujours phénotypiquement différents. Ils sont phénotypiquement différents à la naissance, puisqu'ils vont avoir, les poids de naissance ne sont jamais exactement les mêmes, et les parents, très rapidement, voient chez leurs jumeaux, sur leur paire de jumeaux, des différences de personnalité, de comportement, et éventuellement des petites différences physiques. Et ces différences physiques et autres, d'ailleurs, vont s'aggraver ou s'amplifier avec le temps, et on va avoir donc différences physiques, psychologiques, de comportement, mais aussi des discordances au niveau de la survenue des pathologies. Et ça, on sait aujourd'hui que la base est des différences épigénétiques. Et de ce fait, il a été démontré que la différence, donc au cours du temps, les principales différences entre les jumeaux qui peuvent expliquer les différences phénotypiques sont des différences épigénétiques. Et c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé pour analyser les pathologies complexes, puisque dans ce cas-là, on peut se dédouaner du génome. Comme il vous a été dit tout à l'heure, c'est quand même assez compliqué lorsqu'on s'adresse à des pathologies multigéniques. Donc on se dédouane du génome, et là on va regarder précisément au niveau de la fonctionnalité des gènes, et qui est gouvernée par des processus épigénétiques, et bien ce qui peut se passer et comment on peut expliquer ces pathologies.
Donc l'épigénome, c'est un ensemble de processus moléculaires qui vont permettre en fait au sein du noyau de définir des grands domaines. Donc il y a le domaine de l'hétérochromatine et de l'euchromatine, c'est ce qui vous est représenté tout en haut là, lorsqu'on voit une cellule par microscopie électronique, où l'hétérochromatine est une partie du noyau qui est extrêmement dense, très compactée, qui ne laisse pas passer la lumière, donc c'est ce qui vous apparaît en noir sur la photo. Et l'autochromatine, au contraire, une partie de la chromatine ouverte, généralement où on retrouve les gènes à exprimer au sein de la cellule. Ces processus moléculaires vont aussi définir au sein des chromosomes eux-mêmes des domaines plus ou moins ouverts et donc plus ou moins actifs. Donc, il vous a été déjà parlé des modifications post-traductionnelles des histones. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment me polariser sur la méthylation de l'ADN. La prochaine intervention concernant plutôt les petits ARN non codants. Donc la méthylation de l'ADN, en fait, c'est une réaction covalente. Il va y avoir un ajout d'un groupe méthyle sur une cytosine, et cette cytosine, c'est chez les mammifères une cytosine particulière qui est très, très généralement en amont d'une guanine. Donc on va parler d'un dinucléotide CpG. Cette méthylation, elle se fait aussi chez les mammifères de manière symétrique, donc sur les deux brins de l'ADN. Donc ça, je le précise parce que ce n'est pas du tout la même chose chez les plantes. Et encore chez les mammifères, en fait, il y a un nombre très restreint de cytosines génomiques qui sont potentiellement méthylables en position CpG. Donc cette réaction covalente est stable dans le temps et elle est transmissible d'une cellule mère à une cellule fille, donc transmissible au cours de la mitose. Par contre, elle est sensible aussi à l'environnement et donc on peut avoir des appositions ou des écrasements de cette méthylation en fonction de l'environnement nucléaire, cellulaire, de l'individu, etc. Donc, juste pour vous replacer un peu dans le contexte historique, donc la première personne qui a parlé vraiment d'épigénétique, c'est Conrad Waddington, qui a utilisé ce terme-là. Mais depuis 1942, en fait, il y a eu quelques travaux dans les années 60 qui parlaient de cette modification de l'ADN. Et c'est vraiment en 1975 où le premier papier est sorti qui faisait une relation directe entre la méthylation de l'ADN sur certaines positions et l'expression des gènes. Donc généralement, vous trouverez dans la littérature que lorsqu'on méthyle, il y a une méthylation en amont d'un gène dans la partie promotrice, il va y avoir inhibition de ce gène. Je dis bien généralement parce qu'en biologie, rien n'est noir et blanc, tout est gris, et on peut avoir d'autres, bien sûr, des cas d'activation. On a aussi de la méthylation qui intervient en intragénique, et dans ces cas-là, elle favorise plutôt l'expression du gène. Et on a aussi de la méthylation qui peut concerner des régions intergéniques, donc très très loin du gène, mais qui peuvent avoir aussi une action sur les modulations de l'expression des gènes à distance. Alors depuis 1975, eh bien, il y a eu vraiment un nombre d'articles concernant l'épigénétique qui est crescendo, on va dire. Donc c'est un champ d'investigation extrêmement intéressant au niveau international. Et si on fait un petit focus sur les espèces concernées, eh bien, vous voyez qu'à 80%, c'est pour l'homme. Un petit peu de souris parce que c'est un modèle, une espèce modèle, et les bovins, espèce qui nous concerne, c'est à peine 1% des publications. Donc, vous voyez à quel point nous sommes en retard. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, en fait, c'est l'état de méthylation de l'ADN, et c'est quelque chose qui a une vraie dynamique au sein de l'organisme. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur le centre de la diapositive, où là, on est au moment de la fécondation. Ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir rencontre entre un génome paternel provenant du spermatozoïde et d'un génome maternel provenant de l'ovocyte. Il va falloir que ces génomes s'associent pour donner le génome du futur embryon, du zygote, et qu'il y ait, alors que ces cellules arrivent avec un patrimoine épigénétique qui contrôlent leur état de différenciation et donc leur fonction,
eh bien, il va falloir que ce génome acquiert un nouvel état. Et il y a une véritable reprogrammation épigénétique qui s'opère. Donc là, c'est des travaux qui ont été faits chez la souris. Et en termes de méthylation, eh bien, on va pouvoir suivre une déméthylation, une très très forte déméthylation du génome paternel, très rapide, alors qu'il y a une déméthylation du génome maternel, un petit peu moins rapide et plus passive. Donc ici, cela va faire appel à des activités enzymatiques, et ici, c'est simplement par dilution. Puis ensuite, il va y avoir le développement de l'embryon, donc prolifération cellulaire. Et à ce stade-là, blastocyste, qui est le premier stade en fait, où on voit une différenciation, eh bien, on va pouvoir faire une différence entre les cellules à la périphérie, qui sont les cellules trophoblastiques, qui vont donner ce qu'on appelle le placenta, et toutes les cellules qui sont à l'intérieur du blastocyte, qui sont des cellules de la masse interne et qui donneront l'embryon. Donc ça, ici, à ce stade-là, on va avoir un différentiel de méthylation entre les deux types cellulaires. Et ensuite, avec la différenciation des cellulaires qui s'opèrent pour avoir un individu entier, eh bien, on va avoir mise en place de profils de méthylation très, très spécifiques de chaque type cellulaire. Et dans cet embryon, eh bien, cet embryon a un sexe. Donc, il va développer des gonades et développer des gamètes. Et donc, on va reprendre le graphique juste ici à gauche. Eh bien, les cellules qui sont à l'initiation de la formation des gamètes, ce sont des cellules que l'on appelle des cellules germinales primordiales et qui vont coloniser en fait les tissus qui vont donner les futures gonades. Et pendant cette colonisation, ils vont migrer vers la zone à coloniser, elles vont proliférer, et en fait, elles vont perdre toutes leurs marques, ou une grande partie de leurs marques de méthylation. Et ensuite, elles vont réacquérir des marques de méthylation en fonction du sexe de l'individu. Si on est chez un fœtus mâle, eh bien, il va y avoir une mise en place progressive de la méthylation autour de la formation des premières spermatogonies. Et à la naissance, on peut considérer quasiment que le profil de méthylation est acquis. Alors que chez la petite femelle, eh bien, la méthylation n'apparaîtra que dans les ovocytes au moment du cycle œstrien, pendant la croissance du follicule ovulatoire qui va donner l'ovocyte qui permettra éventuellement la fécondation. Donc vous voyez, il y a des phases comme ça de d'écrasement et de mise en place de la méthylation. Et bien sûr, chacune de ces phases peut être la possibilité de faire des erreurs. Et donc ça définit des fenêtres de sensibilité aux changements environnementaux qui vont éventuellement moduler les profils épigénétiques, les profils de méthylation, entre autres. Et donc, c'est sur ces concepts-là que, c'est un peu les bases moléculaires, en fait, de l'origine développementale de la santé et des maladies. Donc, c'est les concepts de Becker et de la DOAD. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'au cours du développement de l'individu, eh bien, il peut y avoir une accumulation, en fait, d'altérations, de modifications, ou en tous les cas une accumulation d'informations à travers qui vont être stockées au niveau du noyau à travers la méthylation, et que ces modifications peuvent avoir des conséquences à long terme. Alors le premier exemple que je donnerai, c'est en janvier 1998, il y a eu une énorme vague de froid au Québec, et pendant 40 jours, toute la vie a été complètement paralysée dans une gangue de glace. Pas d'électricité, pas de circulation, les congélateurs inutilisables, pas de chauffage, etc. Donc un énorme stress psychologique pour toute la population et un stress psychologique pour les mamans qui attendaient un enfant. Et donc les enfants qui sont nés après cette période ont été suivis. Et il a pu être mis en évidence qu'il y avait vraiment quelques séquelles physiques, cognitives et des comportements des enfants. Alors évidemment, la cohorte d'enfants de mamans stressées a été comparée à une cohorte d'enfants nés au Canada
avec des temps de gestation exactement à la même période, mais dans une région du Canada qui n'avait pas subi cette vague de verglas. Et ce qu'il a pu être montré ensuite, c'est qu'il y avait des signatures épigénétiques au niveau du sang de ces enfants, avec de la méthylation différentielle sur certaines positions du génome qui étaient portées par les leucocytes. Autre exemple, et là on n'est pas dans mère-enfant, c'est mère-enfant, mais aussi grand-mère et petits-enfants. Et c'est un exemple qui est illustré par une famine qui a eu lieu donc, à l'hiver 44-45 aux Pays-Bas, donc juste pendant la guerre, où en fait il y a eu vraiment toute une région aux Pays-Bas qui a été complètement sous-nourrie. Et il a pu être mis en évidence que le stress métabolique maternelle prénatale avait des conséquences sur le développement de pathologies cardiovasculaires chez les enfants, mais aussi chez les petits-enfants. Donc ça voulait dire qu'il y avait une vraie transmission possible et donc une mémoire de ce stress environnemental. Donc l'ADN, en fait, et la méthylation de l'ADN est vraiment au cœur du vivant, puisque ça va permettre une défense du génome, par exemple, parce que les régions hyperméthylées vont emprisonner les rétrotransposons, qu'il est préférable de ne pas exprimer. Comme je vous l'ai montré, c'est extrêmement important au moment du développement embryonnaire pour une bonne programmation de la différenciation et du maintien des fonctions cellulaires. Et bien sûr, on sait que la méthylation contrôle des gènes, et donc les deux familles ou les deux exemples majeurs, c'est l'inactivation de l'X chez la femelle et les gènes soumis à l'empreinte parentale. Et éventuellement, on peut quand même aussi moduler un petit peu ces profils de méthylation, et c'est ce que l'on fait lorsqu'on fait de la reprogrammation cellulaire qui peut ouvrir donc des nouvelles thérapies. Évidemment, sur ces profils de méthylation, il peut y avoir des altérations qui vont se mettre en place au cours du vieillissement, au cours du développement de cancer ou de pathologies non complexes. Et puis, il va y avoir cette idée de mémoire de l'environnement, et il est démontré actuellement que chez l'homme, tout ce qui est hygiène, style de vie, la nutrition, les sports, les addictions, le stress, les adversités socio-culturelles ou même des expositions à certains toxiques peuvent avoir des effets sur ce marqueur particulier qui se appose sur l'ADN, qui est la méthylation. Alors évidemment, on passe aux vaches. Vous comprendrez que c'est très facile de faire un parallèle entre tout ce que l'on a pu voir chez l'homme à travers toutes ces publications et ce que l'on peut imaginer pour les animaux d'élevage. Donc, parce que les animaux d'élevage, il y a aussi fécondation, développement in utero, une puberté et une vie adulte. Et ce que l'on cherche à avoir, en fait, c'est que toutes ces étapes-là se passent au mieux, de façon à ce qu'il y ait une expression du potentiel génétique qui a été sélectionné au départ par sélection génomique. Et donc, dans ces cas-là, il faut avoir un contexte pour que tout se passe le mieux possible, de façon à avoir les performances espérées par cette sélection génomique. Les animaux d'élevage, c'est aussi des animaux pour lesquels il y a un gros effort de fait en termes de biotechnologie de la reproduction, avec un contrôle de la reproduction, la cryopréservation de la semence, mais aussi, donc ça c'est côté mâle, mais aussi collecte des ovocytes, culture embryonnaire, etc. Donc ça c'est c'est toutes les techniques que l'on retrouve chez l'homme en PMA, et je dirais même que c'est sur les animaux d'élevage qu'elles ont été mises en premier au point. Donc ça c'est la mémoire de l'identité et la fonction, enfin la place de l'épigénétique en termes de mémoire de l'identité et de la fonction cellulaire. Et évidemment, on peut aussi imaginer que nos animaux peuvent connaître des modifications environnementales qui vont être, par exemple, de la nutrition différente, des conduites d'élevage, des expositions toxiques aussi, et des stress et éventuellement les influences climatiques. Donc tout ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a tout à fait la place d'aller chercher des marques épigénétiques chez les animaux. Alors en fait, nous avons développé 2 programmes. Donc, comme il vous l'a été annoncé, on a un premier programme qui va
qui va être sur les biomarqueurs de la qualité de la semence, et un deuxième programme qui est plutôt sur les biomarqueurs dans le sang. Et notre stratégie, ça va être de produire des données dans les différentes conditions pour pouvoir en fait alimenter ces deux programmes, identifier des signatures discriminantes et construire un outil d'épigénotypage. Donc je je vais aller très très vite en vous disant que la méthylation de l'ADN, c'est quelque chose qui a été extensivement étudié, qu'il y a de multitudes de méthodes, et donc c'est assez compliqué de faire un choix. Mais si on veut faire du pangénomique, eh bien, il y a des méthodes de choix qui sont référencées ici. Et en particulier chez l'homme, il y a ce qu'on appelle les puces Infinome qui ont été développées et qui permettent aujourd'hui d'explorer une multitude de 850 000 positions dans le génome en termes de méthylation. Eh bien, cette puce chez le bovin n'existe pas, donc il fallait recommencer les choses à zéro. Et donc nous avons utilisé une technique qui permet en fait de faire, comme son nom l'indique, une analyse d'une petite portion du génome, mais de manière très spécifique, et en regardant la méthylation sur toutes les bases intéressantes. Donc je vous mets tout ça pour vous dire simplement que cette analyse, eh bien nous, au niveau du laboratoire, c'est une technique en plusieurs étapes qui est actuellement totalement automatisée chez nous. Elle a des avantages parce qu'elle va cibler donc une petite portion du génome, à peu près 3% du génome bovin, et ce qui va nous permettre d'analyser 12,5% de CPG. À retenir simplement que ces 12,5% de CPG sont quand même tout à fait, c'est informatif, puisqu'ils sont positionnés sur des régions géniques, des régions d'îlots CPG, mais aussi sur des séquences particulières qui sont les séquences satellites et les séquences comprenant des transposons. Cette technique est basée sur une conversion au bisulfite de sodium, et ça, c'est en fait une conversion qui permet de transformer une marque épigénétique en un simple polymorphisme, qui est ici. Et donc, ça permet d'avoir une quantification, une vraie quantification de la méthylation à très haute résolution, puisque c'est sur chaque CPG que l'on va pouvoir analyser ça. Donc, après séquençage, évidemment, toutes les données sont passées dans un pipeline. Donc, juste pour vous dire ici qu'en général, on va sélectionner à peu près 2 millions de CPG qui seront suffisamment couverts de façon à avoir une bonne information, et que de cette manière-là, on va dénombrer ce qu'on appelle les cytosines différentiellement méthylées, les DMC, et éventuellement regarder aussi comment sont agrégées ces cytosines en régions différentiellement méthylées. Donc je passe malheureusement un peu le contexte économique. Disons que on a été pour le projet sur la semence de taureau, nous avons formé un consortium, donc avec Alice, qui est une fédération des coopératives agricoles et qui s'appuie sur des partenaires de la filière bovine, des entreprises de sélection et des centres d'insémination artificielle. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un financement auprès de l'ANR et de mettre en place donc tout le programme. Donc, je vais juste vous montrer ces deux diapos pour le bovin dans la semence. C'est que, excusez-moi, voilà. Donc, on a essayé de regarder le méthylome du spermatozoïde de taureau dans différents cas, dans les cas de différentes races, en fonction de la fertilité du taureau, en fonction de l'âge du taureau à la collecte, de la nutrition, et éventuellement, on pense le faire aussi pour la santé et l'environnement. Et là, à partir de ces données, on a pu, sur un nombre assez important de taureaux, mettre en évidence des positions différentiellement méthylées dans le génome. Je vous rappelle qu'on partait de 1 800 000 CPG, en gros, regardés dans chaque analyse. Et comme vous pouvez le voir, on a un nombre de positions relativement limité. Concernant les marqueurs épigénétiques dans le sang, la principale chose qui nous a motivés, c'est de dire, c'est les deux points ici mentionnés, c'est qu'en fait, le méthylome des leucocytes peut refléter ce qui se passe chez l'individu pour des pathologies non immunes ou carrément des problèmes environnementaux. Donc, on a appliqué ça aussi chez les bovins.
Et on a regardé donc le méthylome d'une cellule particulière qui est le monocyte, en faisant varier la nutrition, les stades physiologiques, le phénylissement, dans le cadre d'une réponse inflammatoire. Et là aussi, on a pu observer un nombre de positions différentiellement méthylées relativement restreint. Alors, il faut dire que nous, on met un seuil de différentiel de méthylation important qui est à 25%. Donc voilà, donc là, je pense que ça, c'est important pour le contexte de notre rencontre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, nous avons en main des marqueurs de la semence d'un côté et éventuellement des marqueurs dans le sang pour les bovins. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, notre idée, c'est de mettre en place des outils de suivi, de diagnostic et de prédiction. Et comment peut-on faire ça ? Eh bien, il faut quand même tenir compte du contexte économique, parce qu'on a un marché cible à imaginer. Donc, le premier, pour la semence bovine du taureau, eh bien, on peut proposer une évaluation au niveau du taureau ou une évaluation au niveau de l'éjaculat. Évidemment, les coûts de l'outil sont très, très différents et il faut certainement que l'on fasse des ajustements et qu'on mette en place, et c'est ce que l'on a déjà fait, des recherches de biomarqueurs les plus discriminants. Côté marqueurs du sang, là, les choses sont un petit peu différentes. C'est que ce qu'on veut voir aujourd'hui, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le monde de l'élevage est en pleine mutation, et vous le savez, parce qu'il peut y avoir des modifications de l'alimentation des animaux, des modifications des conduites d'élevage, c'est ce qu'on demande souvent aux éleveurs, associés à des changements climatiques et éventuellement, par exemple, des sujets tels que de la réduction des intrants avec une réduction des antibiotiques. Donc, ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est d'avoir un phénotypage le plus fin possible de l'individu, et ça s'apparente à la médecine personnalisée évoquée tout à l'heure, de façon à contribuer à sélectionner ou en tous les cas à favoriser les animaux les plus robustes, les plus résilients et les plus doués ou dotés d'adaptation. Et ça, cette adaptation, on peut penser qu'elle pourrait être liée à une certaine plasticité épigénétique qu'il faut rechercher. Donc simplement, c'est pour vous dire, le petit schéma là, c'est pour vous dire que par rapport au taureau tout à l'heure, le marché est bien plus important si on s'intéresse aux femelles, puisqu'on est en millions d'individus sur le territoire français en tous les cas. Et juste les questions un peu philosophiques que l'on se pose par rapport aux techniques qui nous sont proposées, eh bien, c'est la possibilité de capitaliser sur les données acquises, parce que nous, on est obligé de travailler avec des petits programmes que l'on met bout à bout. Donc, il est important que toutes les données que l'on a acquises dans un programme puissent nous servir au programme suivant. On a été confrontés, et je pense que vous les êtes tous, à l'obsolescence des technologies, ce qui pose un vrai problème. On va peut-être justement y revenir dans les questions. Alors, je laisse mes questions ici. Exactement. Je reviendrai sur mes questions. Merci, Madame Jam. Je remercie mes collaborateurs. Eh bien, voilà, ils sont remerciés par la diapositive. Voilà, merci, et je laisse mes questions. Alors, une question à Madame Jam, peut-être. Ah, monsieur. Oui, Charbel Maroun du laboratoire SABNP de l'Université d'Evry. Je voudrais savoir, une question de néophyte, est-ce qu'on connaît les mécanismes de transmission du méthylome d'une génération à l'autre et éventuellement des déméthylations, puisque apparemment au bout de 2 ou 3 générations, ça a l'air de se perdre. Alors, oui, on connaît les mécanismes de méthylation, puisque la méthylation est due à des enzymes bien particuliers. Le fait qu'elle puisse être transmise par exemple au cours de la mitose, donc de la cellule mère aux cellules filles, c'est une enzyme particulière qui s'appelle la DNMT1 qui va se fixer au moment de la réplication, juste après la réplication, sur le brin d'ADN qui va être émis méthylé, puisqu'après réplication, il y a un brin qui va conserver l'information d'épigénétique et l'autre qui va être néosynthétisée. Et cette enzyme va permettre, en regard, puisque chez le mammifère c'est symétrique, en regard de chaque position de méthylation, mettre une méthylation sur le brin néosynthétisé. Alors évidemment, il peut y avoir des erreurs à ce moment-là. Quant à les mécanismes de déméthylation,
quand ce sont des mécanismes actifs, comme par exemple la déméthylation du génome paternel juste après la fécondation, là, effectivement, on sait qu'il y a différents systèmes enzymatiques impliqués, donc soit des systèmes qui impliquent par exemple les enzymes TET ou des systèmes de réparation de l'ADN. Voilà. Mais il peut y avoir aussi une déméthylation passive, c'est-à-dire absence des enzymes dans le noyau. Là, on est à la rencontre entre la génomique et le numérique ici, et vous me disiez que vous reveniez du Québec, et vous m'avez dit... voilà, ils ont évidemment beaucoup de données, il faut les interpréter, on lance des outils numériques, et ils s'arrachent les cheveux. Qu'est-ce qui fait que parfois on peut s'arracher les cheveux sur des questions sur lesquelles, dont vous traitez? On a toutes ces données, les résultats, et alors quoi? On a du mal à les interpréter, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, parlez bien dans le micro. Je pense qu'effectivement, et ça a été dit par Christophe Amboise tout à l'heure, c'est-à-dire que toute l'information peut être traitée, ça donne des pistes, mais il faut quand même être là, qu'il y ait un dialogue important avec les biologistes, de façon à ce qu'il puisse y avoir utilisation de ces pistes, vérification. Le premier orateur aussi nous en a parlé, c'est-à-dire remettre en place des modèles du laboratoire, retourner à la science du laboratoire de Paillasse pour vraiment confirmer toutes ces pistes. Donc on peut s'arracher les cheveux parce que des fois ça peut donner des choses qui sont pas forcément parlantes ou évocatrices pour les biologistes. D'accord, donc vous plaidez pour un dialogue, hein? Ah, je plaide pour un dialogue. Un dialogue très fort, là, très fort. Et je plaide aussi pour... ça aussi, je l'ai entendu en tous les cas dans la bouche du premier orateur, c'est des équipes pluridisciplinaires, mais des équipes. Oui, c'est-à-dire que c'est pas chacun de son côté, c'est vraiment au sein de la même équipe. Et la vidéo, ça ne suffit pas, il faut quand même se rencontrer. La vidéo, c'est bien, mais ça manque un peu de chaleur humaine. C'est sûr, c'est sûr.